Bonjour, bienvenue à tous et merci de participer aux entretiens de l'IFRAD. Nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir par cette belle journée de printemps. Aussi nombreux, votre présence ici est pour nous la preuve que, il y avait un réel besoin d'information, puisque vous êtes venus en grand nombre. Et c'est le but que s'est assigné la Fondation IFRAD. Pour nous, une des caractéristiques de ces journées de l'IFRAD, c'est que nous cherchons à faire intervenir des scientifiques, des médecins réputés pour leurs compétences, mais également capables de communiquer leur savoir. Il y a une dizaine d'années, on était encore dans le flou entre le vieillissement, le grand vieillissement, le grand âge, entre la démence sénile, entre le gâtisme, etc. Maintenant, nous avons défini le cadre de la maladie d'Alzheimer. On sait ce qu'est la maladie et ce qui n'est pas la maladie. Et je pense que c'est une étape très importante, car la maladie d'Alzheimer devient une maladie comme les autres, qui peut être reconnue, qui peut être définie. Et puis, quand on veut vraiment la certitude diagnostique, il y a maintenant la possibilité d'accéder à des marqueurs dans le sang, dans le LCR et dans le cerveau, qui nous permettent d'arriver à cette certitude, ce qui est un prérequis pour les études pharmacologiques, puisque là, nous sommes obligés, avec les médicaments qui sont maintenant en évaluation, nous sommes obligés, dans 100% des cas, d'être sûrs que les gens ont bien la maladie, puisqu'on va leur donner des médicaments qui sont potentiellement agressifs. Cela dit, il y a des médicaments qui donnent déjà des résultats, et nous sommes très très heureux de ce premier succès, qui, j'espère, laisse augurer d'autres résultats positifs dans les mois ou les années qui viennent. Je dois parler pendant quelques minutes de la résilience et de la maladie d'Alzheimer, ce qui pose un problème parce que la définition de la résilience est extrêmement simple. C'est la reprise d'un type de développement après un traumatisme psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. Et cette reprise de développement, elle est biologique, affective, comportementale, psychologique et socioculturelle. Nous, dans nos groupes de recherche, on a renoncé aux explications linéaires. On fait des convergences de déterminants, ce qui nous invite à faire des recherches pluridisciplinaires. On donne la parole, bien sûr, aux biologistes et aux médecins, mais on ne leur donne pas toute la parole. Les sportifs, les musiciens, la famille, les voisins, les événements, les enfants, tous participent à l'enveloppe affective qui permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et on sait sur le plan cognitif que le partage des émotions est un énorme facteur de résilience. C'est surtout la mémoire, le raisonnement qui sont très touchés. Mais par exemple, d'autres zones du cerveau et d'autres fonctions, comme par exemple celles liées aux émotions ou peut-être aussi à l'activité artistique, semblent moins touchées dans cette maladie. Les soignants et les familles qui voient les œuvres produites par ces patients, au départ, sont extrêmement étonnés. Ils ne soupçonnaient pas que leurs patients ou leurs parents étaient capables de faire des choses pareilles. Et ça change complètement le regard que l'on porte sur les patients et puis au-delà, le regard qu'on peut porter sur la maladie. Alors, si on s'interroge un peu sur l'art-thérapie, je pense qu'il y a une créativité nouvelle qui peut advenir, que l'originalité de ce sujet qui a été enfermé dans des schèmes classique que lui impose l'organisation sociale et familiale, va trouver là, dans la pathologie, la possibilité de lever un certain nombre de masques et de se permettre la liberté de créer et de pouvoir ainsi exprimer sa souffrance, la sublimer, mais aussi se reconstruire sur le plan narcissique. Et ça, c'est capital. Cet être qui n'est vécu qu'en négatif peut vivre en lui-même et sous le regard des autres. On parlait tout à l'heure du regard de l'autre. Inscrit dans le regard de l'autre, étonné et parfois admiratif de ce qu'il pouvait produire
de ce que ce patient vécu négativement pouvait produire. L'objectif de cette rencontre entre chercheurs et grand public, c'est de poser toutes les questions. Pas de tabou, pas de langue de bois, pas de charabia scientifique. Nous allons tous essayer de parler vrai autour de la maladie d'Alzheimer. Je vais passer maintenant la parole à la salle et vous allez pouvoir poser vos questions. Des hôtesses vont passer avec des micros. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans la présentation de M. Cyrulnik, c'est cette idée que nous commençons nous aussi à faire nôtre de cette importance de l'interaction. Interaction d'abord au niveau cellulaire, puisque la maladie d'Alzheimer est probablement une pathologie de l'interaction neuronale, puisqu'on sait qu'il y a dans le cerveau humain un potentiel de connectivité absolument incroyable. 100 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 100 000 connexions avec les neurones voisins. Et la maladie d'Alzheimer se traduit par une sorte de dysfonctionnement de cette connectivité. Donc au niveau cellulaire, au niveau cérébral, nous avons un problème de connectivité. Et également la connectivité dans le sens des relations sociales, qui est aussi un facteur de maintien de cette connectivité cérébrale, comme s'il y avait une sorte de miroir entre la connectivité neuronale et la connectivité sociale, dont on sait maintenant que c'est un facteur qui permet de retarder ou de prévenir l'évolution de la maladie. Et troisièmement, la connectivité dans la prise en charge, car nous avons, des travaux que nous avons réalisés avec mon équipe, et je pense notamment au travail de Mme Negovanska et de Thierry Argueta, qui a montré que lorsque l'on couple la stimulation cognitive à une action chez les aidants, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des aidants, eh bien, par rapport justement ce qu'on appelle aux idées dysfonctionnelles, c'est-à-dire les fausses images qu'ont les aidants sur la maladie, eh bien, le couplage entre l'action directe sur le patient et sur l'aidant, à ce moment-là, s'accompagne de résultats très significatifs dans la qualité de la prise en charge. En est-il besoin encore de davantage de preuves pour faire de l'art-thérapie une prise en charge reconnue, validée? Je pense que là, tout le monde est convaincu. Et franchement, chaque fois qu'on s'implique dans cette pratique, on est rapidement convaincu. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut démontrer. Il faut démontrer. J'ai coutume de dire que nous sommes, par rapport à la maladie d'Alzheimer, comme nous étions avec le cancer il y a une trentaine d'années. C'est une maladie qu'on a du mal à désigner, qui fait un peu peur, voire même qui fait honte. Et nous pensons qu'en organisant des réunions comme celle-ci, en informant les gens qui sont concernés par cette pathologie de près et de loin, on va permettre probablement de désengager la maladie d'Alzheimer de ce carcan triste et très angoissant dans lequel il est encore trop souvent enfermé. Merci à tous.